La prise des congés. Alors là, c'est là souvent qu'il y a des petits problèmes. Vous allez pouvoir poser vos congés, mais l'employeur, il pourra aussi les refuser. C'est là où, parfois, on a des petits problèmes. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est, je commence, depuis 2012, je commence à acquérir des congés dès lors que j'arrive dans l'entreprise. Maintenant, depuis 2012, j'ai plus besoin d'attendre le mois de juin de l'année suivante pour commencer à poser mes congés. J'arrive au mois de juillet dans une entreprise. Si je veux, par exemple, au mois de septembre, j'ai envie de poser quelques jours, je peux demander. Alors attention, le salarié est en droit de demander. Par contre, l'employeur, il est en droit de refuser. C'est là où il faut faire bien attention et c'est là où parfois il peut y avoir des petits problèmes de compréhension. J'ai le droit de poser, mais l'employeur a le droit de refuser. Ça peut surprendre. La prise des congés, elle est en général déterminée soit par la convention collective, soit par un accord d'entreprise. Elle relève du pouvoir décisionnaire de l'employeur. Il peut imposer les dates. Par exemple, si son entreprise ferme, il peut tout à fait vous dire « Mon entreprise est fermée 4 semaines au mois d'août et 1 semaine au mois de décembre, donc vos congés, ça sera 4 semaines au mois d'août et 1 semaine au mois de décembre. » C'est tout, c'est comme ça. Vous ne pourrez rien y faire. Alors, en règle générale, ça va poser un problème d'indemnité au niveau du calcul du dixième. Pas du tout, on verra quand on va voir le calcul de l'indemnisation. Donc vous inquiétez pas, on fera un exemple juste après. Pour la période de prise des congés, la règle, s'il n'y en a pas, on se fie au Code du travail. Et le Code du travail, il nous dit quoi? Il nous dit, il faut poser 4 semaines de congés entre le 1er mai et le 31 octobre, avec 2 semaines minimum consécutives. Et la semaine d'hiver à partir du 1er novembre jusqu'au 30 avril. Jusqu'à combien de semaines, Maxi, il peut nous imposer les 5 semaines s'il en veut. Si par exemple son entreprise est fermée, il peut nous imposer, alors ça en général il met dans le contrat de travail parce que si vous voulez, ça peut changer beaucoup de choses, hein. Mais si son entreprise, je l'ai vu récemment, une entreprise qui était fermée, qui fermait 4 semaines au mois d'août, 1 semaine au mois de décembre, c'est à prendre ou à laisser. C'est comme ça. Attention, bien entendu, l'employeur prévient le salarié avant, hein, parce que sinon, mais l'employeur effectivement peut imposer. Il impose, mais il prévient, c'est-à-dire il peut pas vous imposer la veille pour le lendemain. Non, vous partez pas en congé, vous partirez dans un mois. Il y a quand même, comment dire, c'est juste du respect vis-à-vis du salarié. Mais s'il vous dit, moi, je veux que chaque année vous posiez vos congés entre le 1er juin et le 30 septembre, et que vous posiez 2 semaines d'affilée, il peut vous le dire, il peut vous l'imposer, il n'y a aucun problème, il est en droit de le faire. Et c'est là souvent où parfois il peut y avoir des petites frictions entre l'employeur et le salarié. C'est qu'effectivement, certes, les congés payés, c'est un droit, j'acquiers mes 30 jours de congé, mais par contre, pour la prise, je suis quand même je dois avoir l'aval de mon employeur. Donc, alors après, vous avez des entreprises qui disent, vous posez vos congés quand vous voulez, hein. Il y a pas mal d'entreprises qui font comme ça, mais bon, si c'est pas le cas, dites-vous que l'employeur, il a le droit d'imposer les congés. Concernant la prise des congés, peut-être avez-vous entendu parler des congés de fractionnement. C'est très peu respecté, mais bon. Le Code du travail prévoit une petite chose. Si le salarié a posé au moins 2 semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre et qu'il lui reste des congés d'été, les congés d'été, c'est les 4 semaines. Hein. Il décide de les poser après le 31 octobre. Donc là, le Code du travail prévoit l'obtention de ce qu'on appelle des jours de fractionnement. Si par exemple, j'ai posé 3 semaines au mois d'août
Et il me reste une semaine, j'ai envie de la poser au mois de novembre. Je pose donc une semaine au mois de novembre. Ben, j'ai le droit à 2 jours de congé en plus. Alors, vous allez me dire, mais là du coup, si l'employeur n'impose pas aux salariés la prise des congés, vous imaginez que l'employeur se dit, bah alors, ils posent leur congé quand ils veulent et en plus, il faut que je leur donne 2 jours en plus. C'est pour ça qu'en règle générale, les congés de fractionnement, c'est rarement appliqué. L'employeur, parfois, il fait signer des documents aux salariés en disant « Moi, je vous laisse poser les congés quand vous le souhaitez. Par contre, vous renoncez à vos jours de fractionnement. » Voilà. C'est souvent ce qui se passe. Par contre, si votre employeur vous dit « Je ne veux pas, je souhaiterais que vous ne posiez pas tous vos congés d'été du 1er juin au 31 octobre, mais que vous posiez, par exemple, il vous reste une semaine, est-ce que vous pouvez la poser au mois de décembre, ça m'arrangerait ?» Là, les jours de fractionnement, bien sûr, ils sont dus obligatoirement. Mais effectivement, les jours de fractionnement, bon, sachez-le, ça existe. Dans les faits, c'est rarement appliqué. Mais bon, le Code du travail, hein, il a prévu les jours de fractionnement. Alors, le décompte des congés maintenant. Je pose des congés. Comment on décompte les congés? Donc là, la règle, c'est la même que je sois à temps partiel ou à temps complet. C'est-à-dire, je commence à décompter à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler, s'il n'avait pas été en congé, et je compte tous les jours jusqu'à la veille de son retour en excluant le dimanche. Prenons un exemple simple. Un salarié qui travaille à temps complet du lundi au vendredi, il vous pose sa feuille de congé, il dit « Moi, je suis absent toute la semaine ». Vous commencez à décompter à partir du lundi, parce qu'effectivement, le vendredi soir, on est d'accord, il est en congé. Mais si je suis en jour ouvrable, vous vous souvenez que je décompte aussi les samedis. Bah, là, si je suis ma règle, je commence à décompter à partir du 1er jour où il aurait dû être là, c'est-à-dire le lundi, jusqu'à la veille de son retour, il revient le lundi suivant. Donc, du lundi au samedi ou du lundi au vendredi, si on est un jour ouvré, et il reprendra le lundi d'après. Lorsqu'il y a des jours fériés, sauf disposition contraire, je ne décompte pas le congé payé. Donc, s'il y avait un 14 juillet ou un 15 août dans ma semaine de congé, on me décomptera non pas 6 jours, mais 5 jours de congé si je suis en jour ouvrable et 4 jours de congé si je suis en jour ouvré. Cette règle, du coup, je l'applique aussi bien au temps complet que au temps partiel. Autre exemple, prenons un salarié à temps complet qui va poser des congés du 11 au 20 juin, du lundi au mercredi de la semaine suivante. Il est à temps complet. Il travaille donc du lundi au vendredi. Si je suis ma règle, je commence à décompter à partir du lundi 11 et je compte tous les jours ouvrables, tous les jours ouvrés, jusqu'au 20 juin inclus. On lui décomptera donc 9 jours ouvrables ou 8 jours ouvrés. Prenons un salarié qui pose exactement le même nombre de jours de congé, mais il est à temps partiel. Il travaille le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Là, je suis la même règle pour mon salarié, c'est-à-dire il commence à poser à partir du 11, donc le lundi, je décompte tous les jours ouvrables ou tous les jours ouvrés jusqu'au 20 juin inclus. Donc ça veut dire que même s'il ne travaille pas le mercredi normalement, je lui décompte. Pourquoi? Parce qu'il a acquis 30 jours de congé. Donc, lorsqu'il est en congé, je fais comme s'il était à temps complet en fait. Je décompte tous les jours de la semaine en jour ouvrable ou en jour ouvré. Sinon, mon salarié à temps partiel, il va bénéficier de plus de congés
qu'un salarié à temps complet. Donc, la règle, c'est toujours la même. Je décompte à partir du premier jour jusqu'à la veille du retour. Est-ce que les congés, restauration rapide? Ah bah si, restauration rapide, peu importe dans quel établissement vous travaillez, dès lors que vous avez un contrat de droit privé, vous allez acquérir 2,5 jours de congé. Point barre. Ou 2,08, c'est comme ça. Peut-on obliger avec ou sans convention collective de décompter les jours fériés aux Antilles à temps partiel? Aux Antilles à temps partiel. Là, alors attendez, aux Antilles à temps partiel, je ne comprends pas la question. Alors après, l'histoire des jours fériés, il faut faire attention parce que si dans votre entreprise elle est ouverte les jours fériés, il y a un système de jours de congé en plus parce que le jour férié, c'est plus un jour férié chômé, c'est un jour travaillé. Donc, quand il y a quand les jours fériés sont travaillés, on ne décomptera pas de la même manière. Si par exemple, prenons le cas d'Euro Disney qui est ouvert 7 jours sur 7. Les salariés qui travaillent chez Euro Disney n'ont pas 30 jours de congé, ils en ont 41. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils posent des congés, on décompte tous les jours, même les jours fériés. D'accord? Donc après, effectivement, quand il y a des jours fériés, les règles peuvent être différentes. Et là, c'est soit la convention ou un accord d'entreprise. Par contre, si dans votre entreprise, les jours fériés sont chômés et vous ne travaillez pas ces jours-là, on n'a pas à vous décompter les jours fériés. Hein. Ça, c'est non. Que vous soyez aux Antilles ou ailleurs, votre entreprise, elle est fermée les jours fériés. Alors, si il me semble qu'aux Antilles, il y a des jours fériés en plus qu'en métropole. Si l'entreprise aux Antilles, elle est fermée ces jours-là, ben, le salarié, on ne lui décompte pas. S'il pose une semaine et qu'il y a un jour férié qui tombe cette journée-là, on ne lui décomptera pas. Donc, il aura un jour de congé en plus à prendre plus tard. Oui, mais ça, c'est obligatoire. Oui, parce que si on travaille un jour férié, normalement, il est rendu. Voilà, exactement. Comment fait-on quand le jour de repos hebdomadaire n'est pas tout le temps le même? Forcément, si c'est pas toujours le même, quoi qu'il arrive, vous travaillez quand même 5 jours par semaine. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, au lieu que vos jours de repos, ça soit le samedi, dimanche, ça va être le mardi, mercredi. On décomptera du coup mardi, mercredi. Le mardi correspondra au samedi, le mercredi au dimanche. On décale. Donc, le salarié qui a des jours de repos différents, il ne doit pas être lésé par rapport à un salarié qui travaille du lundi au dimanche. D'accord? Comment fait-on quand le jour... Ça c'est bon, j'ai répondu, mais souvent ce n'est pas le cas. Oui. Alors, au niveau des congés payés, soyez vigilants parce que parfois l'entreprise elle n'applique pas toujours correctement le code du travail et ou la convention collective. Mais effectivement, si vous travaillez un jour férié, oui, il doit vous rendre le jour. Ou alors, il doit y avoir une compensation. Il doit y avoir une compensation. C'est pas forcément un jour rendu, ça peut être un jour qu'on va payer. Donc, il faut être vigilant sur la convention et sur les accords d'entreprise. Sauf si effectivement, du coup, on vous donne des jours de congé en plus. Si vous partez pas sur 30, mais sur 41 comme à Disney, là, du coup, forcément, vous avez 41 jours de congé. Donc, on vous décomptera du coup les jours fériés. Peut-on cumuler les congés payés et les RTT? Oui, bien sûr. Alors, attention sur le compte épargne-temps. Là, vous avez forcément un accord d'entreprise qui vous détermine combien de jours vous pouvez mettre sur le compte épargne-temps, combien de jours de RTT, combien de jours de congés. Les congés, en général, c'est pas plus d'une semaine. Vous pouvez pas, par exemple, dire moi je pose qu'une semaine de congé cette année et je mets 4 semaines sur le compte épargne-temps. C'est pas possible. Vous pourrez mettre au maximum une semaine par période de référence. Pour les employés en intérim, en général, on leur paye les congés. Donc là, on va leur payer. On verra au niveau de l'indemnisation.
on leur donne pas de congé, mais on les paye. Quoi qu'il arrive, que vous soyez en CDD, en intérim ou peu importe, chaque personne sur le territoire, enfin, chaque personne qui est employée par une entreprise privée de droit français, elle acquiert des congés. Alors, dans certains cas, elle va les poser, dans d'autres, on va lui payer. Mais il y a forcément paiement de congés. Alors, ensuite, le décompte, on va passer à l'indemnisation des congés. Alors, pour les nains, j'ai un employé étranger que je souhaiterais déclarer. Après, il faut le déclarer. Après, ça, c'est toute une procédure. Il faut que vous vous rapprochiez de l'inspection du travail et de la préfecture de police. Ça, c'est tout un procédé, c'est long. Hein. Quelle est la différence entre le jour de repos hebdomadaire et le jour de congé? Le jour de repos hebdomadaire, c'est le jour où vous ne travaillez pas. Vous travaillez 5 jours par semaine, donc il y a un jour, il y a 2 jours où vous ne travaillez pas. Alors, c'est soit le samedi et le dimanche, donc le jour de repos hebdomadaire, ça peut être le dimanche, ou ça peut être un autre jour. C'est le jour où vous ne travaillez pas, puisque légalement, on ne peut pas vous faire travailler plus de 6 jours par semaine. Il y a forcément un jour de repos hebdomadaire dans la semaine. Alors, pour calculer maintenant les congés payés, comment ça se passe? Peut-être vous l'avez vu sur vos bulletins de paye ou sur des bulletins de paye. En général, vous avez 2 lignes lorsque le salarié pose des congés. Il y a 2 lignes qui apparaissent. Une ligne absence congé payé, une ligne maintien congé payé. D'accord? Donc, comment on fait pour calculer cette absence et ce maintien? Pour calculer l'absence pour congé payé, le salarié n'est pas là, il est absent. Donc, on veut valoriser l'absence. Le fait qu'il soit absent, combien ça me coûte, moi, employeur? La règle, elle est simple. Je prends le salaire de base du mois où le salarié doit poser des congés. Par exemple, il a un salaire de base à 2 000 € et il pose une semaine de congés payés. Pour valoriser l'absence, je vais prendre son salaire du mois, multiplié par le nombre de jours pris et divisé, alors, soit par 26, si mon entreprise est en jours ouvrables. 26, c'est quoi? C'est le nombre de jours ouvrables moyens qu'il y a par mois. Alors, au mois de janvier, ça va être 26, en mars, ça va être 27, en février, 25. En moyenne, on a 26 jours ouvrables par mois. Donc, pour valoriser l'absence, quand mon entreprise est en jours ouvrables, je prends mon salaire de base multiplié par le nombre de congés pris divisé par 26. Si je suis dans une entreprise où l'on décompte en jours ouvrés, dans ces cas-là, je vais prendre mon salaire de base multiplié par le nombre de congés payés divisé par 21,67. 21,67, c'est quoi? C'est le nombre de jours ouvrés moyens par mois. Il peut parfois, par exemple, au mois de février, il va y en avoir 20. Au mois de mars, 22. En moyenne, il y en a 21,67. Donc, 21,67 et 26, vous pouvez le retenir. Voilà, salaire de base multiplié par congé pris divisé par 26, c'est tout à fait ça. Ça me permet de valoriser l'absence. Une fois que j'ai valorisé l'absence, je ne peux pas laisser le bulletin comme ça parce que mon salarié, lorsqu'il est en congé payé, je ne peux pas le payer moins que s'il avait travaillé. Par conséquent, cette ligne d'absence, elle va être compensée. Et c'est là où va rentrer en compte ce qu'on appelle la méthode du dixième et la méthode du maintien. Donc, je vais vous expliquer les deux. Au minimum, mon salarié, donc, il ne doit pas perdre d'argent. Alors, doit-on comparer? Absolument. À chaque fois que le salarié va poser des congés, je devrais comparer la méthode du maintien et la méthode du dixième et payer le plus favorable. D'accord? Ça, c'est une obligation et là, encore une fois, malheureusement, toutes les entreprises ne pratiquent pas la comparaison et du coup, le salarié peut être lésé. D'accord? Mais
il faut impérativement le pratiquer. Pourquoi est-ce que c'est calculé sur une base de 151h67 151h67, c'est ce qui correspond à 20. 151h67, c'est le nombre d'heures moyennes par mois pour un salarié à temps complet. 21,67, c'est le nombre de jours ouvrés moyens pour un salarié à temps complet. Donc 151,67 ou 21,67, la méthode, elle revient au même. Vous pouvez, effectivement, la méthode que je vous ai donnée pour valoriser l'absence, c'est celle qu'on utilise le plus. Après, effectivement, il y en a d'autres qui peuvent être utilisées. Celle dont vous me parlez, elle peut être utilisée. Il n'y a pas d'obligation en la matière, mais en règle générale, on utilise la méthode que je vous ai donnée. D'accord? Mais votre méthode de diviser par 151h67 n'est pas fausse. Donc, le maintien, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à maintenir le salaire. Donc, par exemple, sur le PowerPoint que vous aurez, là, j'avais pris un exemple d'un salarié qui a posé une semaine de congé qui gagnait 2000 €. J'ai valorisé son absence, donc 2000, multiplié par 6 jours, il a posé une semaine, divisé par 26, on obtenait moins 461,54. La méthode du maintien, c'est quoi? La méthode du maintien, c'est de dire, OK, j'ai déduit 461,54. Pour le maintien, je vais mettre plus 461,54. Comme ça, pour le salarié, ça va être neutre. Moins 461 plus 461, ça fait 0. Donc, au final, le salarié qui aura été absent une semaine, son salaire total brut, il sera égal à 0. Ça, c'est la méthode du maintien. Alors, ensuite, la méthode du dixième, on va la voir. Parfois, certains employeurs font la régule la dernière semaine, ont-ils le droit? Voilà. La méthode, comparer la méthode du maintien ou la méthode du dixième, soit je le fais à chaque fois que le salarié pose ses congés, ou bien je peux aussi par accord, dire, écoutez, moi, je payerai le dixième s'il est plus favorable à la fin de période de référence. C'est légal, c'est possible, mais il faut le faire au 31 mai. Effectivement, on peut attendre la fin de période de référence, c'est-à-dire que pendant toute la période où le salarié va poser des congés, on appliquera le maintien, c'est-à-dire il part en congé moins 500 plus 500, pendant toute la période. À la fin de la période de référence, au 31 mai, on va calculer le dixième, c'est ce que nous allons voir. On va calculer le dixième, et si le dixième il est plus favorable, alors on versera une indemnité au mois de juin, en général, une indemnité de congé. Ça arrive souvent. D'ailleurs, les salariés parfois préfèrent parce que du coup, ils ont un plus gros montant plutôt qu'un petit plus à chaque fois en cours d'année. Alors, pouvez-vous le dixième, je vais vous l'expliquer puisque c'est ce que nous allons voir maintenant. Je ne vous l'avais pas encore expliqué. Donc là, on y va pour le dixième. Donc, le maintien, on l'a vu, il est absent, je maintiens exactement, j'annule l'absence. Maintenant, le dixième, ça consiste à faire quoi? Comment expliquer à l'employeur qui ne comprend pas que son salarié peut gagner plus quand il est en congé? Eh bien, bonne chance, parce qu'effectivement, il y a des employeurs qui ne veulent pas le comprendre. Eh bien, dans ces cas-là, on lui met le code du travail sous les yeux. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Ou bien, moi, je l'ai vu dans une entreprise dans laquelle je suis arrivée, les délégués du personnel ont saisi l'inspection du travail, et l'inspection du travail a demandé à l'employeur à faire une régularisation sur 3 ans. Donc, mieux vaut le faire dès le départ, comme ça évite les déconvenues. Donc, effectivement, ça, c'est une obligation. Donc, la méthode du dixième, elle nous dit quoi? Elle nous dit, alors, mon salarié qui a acquis des congés du 1er juin au 31 mai, on va prendre tous les salaires du 1er juin au 31 mai où il a acquis ses congés. On va additionner tous ces salaires. Alors, on va additionner tous ces salaires, mais on va exclure certaines sommes. Le 13e mois et les primes exceptionnelles. En gros, c'est ce qu'il faut déduire. J'additionne tous les salaires du 1er juin au 31 mai. J'exclus toutes les primes qui sont des primes objectives, qui sont des primes qui ne sont pas liées à l'exécution du travail. Donc, en gros, primes exceptionnelles et 13e mois, ainsi que des primes sur objectifs collectifs,
Donc, celles-ci, elles sont collectives, donc elles sont exclues de la base du 10e. Mais autrement, tous les autres éléments du salaire, je les prends. J'ai fait des heures sup, je suis commerciale, j'ai touché des commissions, tout ça, j'additionne et j'en prends un 10e. Ce 10e, c'est quoi? C'est la valorisation des 30 jours de congé que j'ai acquis. Ensuite, une fois que j'ai valorisé ces congés, j'ai acquis du 1er juin au 31 N plus 1. À partir du 1er juin N plus 1, je vais les poser, ces congés. Eh bien, dans ces cas-là, puisqu'on aura valorisé la valeur d'une journée de congé, l'employeur ne pourra pas payer le salarié moins que cette valorisation. Je vais vous montrer tout de suite un exemple. On était parti sur un salarié qui a posé une semaine de congé au mois de juin 2018. Voilà la règle. Le congé qu'il a commencé à prendre au mois de juin 2018, il l'a acquis du 1er juin 2017 au 31 2018. Pendant cette période, vous voyez, je vous ai mis du 1er juin au 31 mai 2018, il a fait des heures sup, il a perçu des commissions. Au total, sa rémunération, elle a été de 26 500 euros. Je prends un 10e de ces 26 500 euros, j'obtiens 2650. 2650, ça correspond à quoi? Ça correspond à la valorisation des jours de congé qu'il a acquis. Donc là, j'ai mis l'exemple en jour ouvrable. Hein. Donc, son 10e est égal à 2150 euros. Il a acquis 30 jours. Donc, la valeur d'une journée de congé pour ce salarié, elle est de 88,33 euros. Ce qui veut dire que pour les 6 jours de congé qu'il a posés en juin 2018, l'employeur ne pourra pas le payer moins que 88,33 euros multiplié par 6, 529,98. Lorsque j'ai calculé l'absence tout à l'heure pour mon salarié, vous vous souvenez, j'avais fait 2000 multiplié par 6 divisé par 26. Ça me faisait moins 461,54. Le maintien, c'était minimum 461,54 pour ne pas qu'il perde de l'argent. Et bien là, dans ce cas-là, vous voyez, mon salarié, son 10e est plus favorable. Donc, au mois de juin 2018, sur son bulletin de paie, il devra avoir la ligne, donc, salaire de base, absence CP, moins 461,54, maintien CP, plus 529,98. Donc, vous voyez ce salarié, au mois de juin, il gagnera 68,44 euros en plus parce que le 10e est plus favorable. Donc ça, c'est vrai qu'effectivement, il y a des employeurs qui ne le comprennent pas, mais qui le comprennent ou pas, c'est légal. L'employeur n'a pas le choix. Il est obligé d'appliquer la méthode la plus favorable aux salariés. Alors, donc, sur la méthode du 10e, ce qu'il faut retenir, dites-vous que l'idée qu'il faut retenir, si vous voulez, pour le 10e, si vous avez un salarié qui fait jamais d'heures sup, qui a juste son salaire de base, rien d'autre. Le 10e, il ne sera pas plus favorable. Par contre, dès lors que vous avez un salarié qui a des commissions parce qu'il est commercial, il a des primes d'assiduité, des heures supplémentaires, des heures de nuit, des majorations pour dimanche. Dès lors qu'il y a, si vous voulez, des variables en plus du salaire de base, le 10e est plus favorable et il convient de le calculer et du coup de payer le salarié. Vous voyez là sur 2000 euros, mon salarié il prend une semaine de congé, le 10e il est plus favorable de 68,44 euros. 68,44 euros, c'est quand même une somme. Hein. C'est pas, donc ça c'est une obligation. Si vous travaillez en entreprise et vous voyez que ça n'est pas appliqué, n'hésitez pas à transmettre l'article du Code du travail. Ça, c'est obligatoire. Et je crois que ça fait partie de la règle du Code du travail qui est le moins respectée en entreprise. Mais c'est vrai que ça peut coûter très cher à l'employeur. Parce qu'imaginez un salarié, un commercial qui serait à 1200 euros brut et qui aurait des commissions, je sais pas, ils vendent des voitures et du coup,
Chaque mois, il a 2000 € par exemple de commission. Si jamais j'applique pas la méthode du dixième, le salarié il va pas vouloir prendre des congés, hein, parce que si j'applique la méthode du maintien, ça équivaudrait à prendre 1200 € multiplié par 6 jours divisé par 26. Donc le salarié quand il est en congé, il va faire la tête. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on peut faire une lettre, bien sûr. Vous pouvez tout à fait faire une lettre. Alors ça, c'est si vous voulez, si vous avez des représentants du personnel dans votre entreprise, c'est aussi leur rôle. Hein. Vous leur dites, moi je suis désolée, l'employeur n'a pas pratiqué la méthode la plus favorable, il doit le faire. C'est une obligation. Là, il n'y a pas à tergiverser la convention et moi je fais. Non, là c'est le code du travail. D'accord? C'est vous me devez tant. Hein. Le dixième est plus favorable, payez-moi le dixième. Point barre, il n'y a pas d'explication de la convention, l'accord, non, c'est le légal, d'accord? Et pensez que vous pouvez réclamer sur 3 ans. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire les calculs, faites un petit courrier recommandé et ça vous fera un petit peu d'argent de poche pour vos vacances. Ça n'est pas négligeable. Effectivement, moi, je peux vous dire que je l'ai fait pour certains de mes stagiaires. L'employeur à qui vous faites un courrier en lui disant « Alors, vous n'avez pas appliqué la méthode la plus favorable, vous auriez dû faire comme ça », il va vous payer l'employeur. Mais faites un courrier en recommandé. Comment sait-on qu'on nous paye ce dixième? Vous regardez quand vous posez des congés. Si vous gagnez plus lorsque vous êtes en congé, c'est probablement sûrement d'ailleurs votre employeur a pratiqué le dixième. Donc là, il est tout à fait dans la légalité. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes vacances. Hein. N'hésitez pas à calculer, à contrôler les congés payés autour de vous. Et je vous dis à bientôt et une très bonne soirée à vous. Au revoir.